Le Club de l'économiste de ce jeudi 11 avril 2024 a reçu pour invité M. Nicolas Dawissoussi, directeur général du Fonds national de développement agricole FNDA, qui abordait avec les professionnels des médias les raisons de son passage à Glodjigbe et d'autres questions liées au financement agricole au Bénin. En regardant presque tous les jours la télé, je voyais quand même beaucoup de choses passer sur Glodjigbe. Et ça paraissait vraiment très intéressant. Et il fallait que moi-même, personnellement, j'aille voir quand même ce qui s'y passe, puisque j'en ai tellement entendu parler. Les collègues, les copains sont passés là, ils me disent que c'est vraiment fabuleux. Tout à l'heure, je vous ai parlé bien sûr donc là, du coton, qui aujourd'hui, le coton béninois est en train d'être transformé là-bas. C'est quand même quelque chose d'impressionnant qu'il fallait nécessairement aller voir. Ça, c'est du point de vue personnel. Maintenant, pour l'institution dont j'ai la charge aujourd'hui, nous travaillons en amont de cette zone-là. En amont, ça veut dire quoi? Nous travaillons avec les petits producteurs. Nous essayons de faciliter leur accès au crédit pour pouvoir avoir le financement nécessaire pour produire, non seulement mieux produire, mais aussi produire davantage pour pouvoir alimenter, bien sûr, Glodjigbe. Donc je crois quand même qu'il était de bon ton d'aller voir vraiment ce que nous faisons en amont, comment cela se transforme bien sûr là-bas. C'est simplement cette logique qui nous a conduit à aller vers Glodjigbe avec bien sûr nos partenaires et le personnel pour voir concrètement ce qui s'y passe. Pour vraiment mieux apprécier ce qui se fait et vraiment essayer de faire davantage pour que la production puisse vraiment... Parce que aujourd'hui, maintenant, c'est à peine 10% du coton fibre qui est transformé là-bas. D'ici là, ça va bien sûr augmenter, n'est-ce pas? On a le soja va être transformé là-bas. L'acajou va être transformé là-bas. Donc, il faut produire davantage et mieux produire aussi. Parce que la dernière fois, quand j'étais là-bas, j'ai utilisé un mot dont les gens n'ont pas tellement prêté attention, l'homogénéité. Si vous voulez produire, bien sûr, pour une industrie, vous devez vous assurer que le produit que vous avez est homogène. Et quand on parle d'homogénéité de produit, ça veut dire qu'on doit produire dans certaines conditions optimales. Ce n'est plus le tout venant, vous voyez un peu. Donc, ça devrait nous permettre, bien sûr, de mieux organiser les producteurs à la base, de mieux les financer pour qu'ils produisent, bien sûr, davantage et beaucoup mieux que ce qu'ils sont en train, bien sûr, donc là, de faire actuellement. Et vous savez, nous travaillons avec les petits producteurs, surtout parce que l'agriculture au Bénin, c'est essentiellement familial. Mais avec l'agrégation, on peut bien sûr donc là avoir chose. L'essentiel est que les gens produisent d'une certaine manière correcte pour qu'ils agrègent, pour qu'on puisse bien sûr donc là envoyer à Glodjigbe pour la transformation. C'est ça qui nous a motivés pour aller avec le personnel. Pas seulement le personnel, mais les partenaires tels que la PUNOPA, qui est bien sûr la plateforme des organisations paysannes que nous accompagnons. Il y a le DG, bien sûr, de PADME, qui est quand même un acteur clé, bien sûr, du système financier décentralisé. Il est aussi, bien sûr, le président de l'association professionnelle des SFD. Il y a aussi Comiba, le directeur de Comiba. Donc, ces partenaires-là aussi, pour qu'ils aillent voir, bien sûr, à Glodjigbe, ce qui s'y passe, pour mieux financer, bien sûr, les producteurs à la base. C'est simplement ce qui nous a motivés pour y aller. Mais ce qu'on a vu, c'était vraiment impressionnant. Comme je l'avais dit là-bas, c'était vraiment impressionnant. Et on est sûr maintenant qu'on est en train quand même, bien sûr, de concourir à cela. On a vu qu'on est en train de transformer la qualité, par exemple. Donc, il faut vraiment produire davantage. Il faut mieux produire pour que la transformation puisse aussi bien se passer là-bas. Voilà ce que je peux dire à cette question. Je vous remercie. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais inviter les journalistes à prendre la parole, à poser des questions aussi. On va commencer par le journal Le Matinal. De cette démarche, nous espérons essentiellement une seule chose, pouvoir obtenir l'agrément d'établissement financier de cautionnement qui nous permet effectivement d'émettre bien sûr des garanties qui soient éligibles au dispositif prudentiel de l'UMOA. Donc c'est essentiellement ça. Donc on a alors contractualisé avec le cabinet, puisque c'est tout un processus.
il y a des documents qu'il faut produire, il y a un dossier bien sûr qu'il faut produire pour soumettre à la commission de l'UMOA qui discute, voit si tout est bon et puis là, ils donnent l'agrément. Donc c'est essentiellement pour l'obtention de l'agrément que nous avons bien sûr fait cette démarche. Maintenant, qu'est-ce qui est attendu de ça? C'est juste bien sûr donc là pour améliorer la qualité de la garantie que nous offrons aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, la garantie que nous offrons, c'est vraiment adossé à l'État, ce qui est extrêmement important. Vous savez que le plus important, c'est l'État. Hein, c'est vraiment l'État, c'est l'État qui garantit qui adosse bien sûr donc là, cette garantie. Mais le fait que nous n'avons pas l'agrément, ça ne permet pas aux institutions financières bénéficiaires de cette garantie de jouir bien sûr donc là de tous les avantages possibles bien sûr du dispositif prudentiel de l'UMOA actuellement. C'est pour ça qu'il faut nécessairement bien sûr avoir cet agrément-là pour leur permettre de jouir de tous les avantages. Je vais vous donner juste un exemple. Dans le contexte actuel, étant donné que l'agrément que nous offrons, la garantie que nous offrons n'est pas éligible au dispositif prudentiel de l'UMOA, les SFD ou bien les banques là, ils ont quelques difficultés bien sûr à gérer bien sûr donc là leurs risques en ce qui concerne les crédits que nous garantissons à hauteur de 50%, hein. Ce n'est pas à 100%, à hauteur de 50%, dont les gens doivent chercher bien sûr d'autres garanties complémentaires quelque part. Alors, par exemple, dans l'état actuel, les SFD sont obligés bien sûr donc là de faire une provision à 20% dès qu'un crédit tombe en impayé. 6 mois après 3 mois. Après 3 mois, c'est 20%. Si un crédit tombe en impayé après 3 mois, il doit faire une provision 20%. Quand vous faites une provision, ça diminue bien sûr votre capacité. Vous voyez un peu. Puis c'est vrai que c'est des écritures, mais ça diminue quand même votre capacité d'action. 6 mois après, c'est 50% des crédits impayés. Et 1 an après, c'est 100%. Vous voyez un peu. Donc, ça pèse sur les ratios bilanciels, ainsi de suite, etc. Avec cet agrément maintenant-là, ils pourront mieux utiliser bien sûr cette garantie pour moduler bien sûr la provision qu'ils doivent faire. Ils ne seront plus forcément obligés de faire de provision dès 3 mois dès qu'un crédit tombe en impayé. Voilà essentiellement ce dont les bénéfices que les institutions de financement ont si nous obtenons bien sûr l'agrément. Bien entendu que, par définition, une garantie doit être silencieuse. Une garantie est silencieuse, normalement. Mais ça permet quand même, bien sûr, aux institutions de mieux moduler, de mieux gérer, bien sûr, leurs risques. C'est essentiellement ça. Et pour le FNDA, ça permettra, bien sûr, donc là, à ces institutions de mieux d'accorder plus de prêts. Vous voyez un peu, puisque maintenant notre garantie est sur là, ils peuvent accorder plus de prêts, et là c'est plus de financement qui doivent être bien sûr accordés au secteur agricole. Le cabinet est là, on est en train de travailler, on est en train de travailler. Il y a des dates butoirs. En principe, la prochaine réunion bien sûr de la commission de l'UMOA, c'est fin juin. Donc nous sommes en train bien sûr de tout faire pour pouvoir déposer le dossier bien avant ça, pour que ça puisse passer au conseil bien sûr de l'UMOA en juin. Sinon les travaux se poursuivent normalement. La première des choses qui est en train de changer, c'est la façon de travailler. Parce qu'il n'y a pas de richesse que d'hommes. Il y a de richesse que d'hommes. Vous voyez, nos pays africains, la manière dont nos pays est géré, c'est essentiellement l'affaire des hommes. Pourquoi ailleurs ça marche, pourquoi sous d'autres ça marche, et avec d'autres là ça ne marche pas. Donc c'est essentiellement les hommes. On ne chante pas forcément les hommes. D'accord? Mais on peut travailler sur les hommes pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Donc depuis que je suis arrivé le 21 juin, la première des choses qui est en train de changer là, c'est bien sûr la mentalité du staff.
D'abord avec moi, nous travaillons pour avoir des résultats. Le FNDA, c'est vrai, c'est une structure, c'est un établissement public, mais à gestion privée. Donc, ce n'est pas la fonction publique. Et là, il faut vraiment développer la culture de résultats. Si nous travaillons alors pour les résultats, ça change tout. Tant bien même que c'est toujours les mêmes hommes, quand les objectifs changent, la façon de travailler change, eh bien, les résultats sont là. Donc, c'est d'abord ce qui est en train d'être changé. Aujourd'hui, les gens travaillent effectivement pour les résultats. On n'y est pas encore tout à fait, mais ça a commencé vraiment par prendre. Un secrétaire qui fait une lettre doit savoir que l'aboutissement, ce n'est pas seulement la ceinture du directeur, il doit s'assurer que ça passe le circuit pour tomber là où ça doit tomber. Pour nous, c'est comme ça. Parce que nous sommes à un niveau où les gens attendent beaucoup de nous. Vous voyez un peu. Donc ça. Alors, sur le changement, bien sûr, de comportement, je crois que c'est essentiellement ça. L'autre chose, c'est la gouvernance. Vous avez appris, bien sûr, tous les problèmes que nous avions eus de par le passé. Il faut revoir le mode de gouvernance. Et là, quand je prenais le service, j'ai dit qu'il y a 3 aspects sur lesquels je dois focaliser mon attention. La transparence, la bonne gouvernance et puis les résultats. Les résultats, j'en ai parlé. Maintenant, la gouvernance. Je crois que la gouvernance aussi est en train d'être changée. Et j'éduque, je dis bien j'éduque par l'exemple. Chaque fois qu'il y a quelque chose, un dossier, et qu'on me soumet, il y a des problèmes là-dessus, j'appelle l'intéressé pour regarder ce que vous avez fait. Il fallait faire comme ça. Et là, les gens, eux-mêmes, ils s'en convainquent pour dire, ah, ça là, ça c'est vrai. Si on fait comme ça là, comme vous l'avez dit, donc ils sont convaincus de ce qu'on est en train de faire. Ouais, comme ça, la prochaine fois, ils font forcément mieux. Ce n'est pas un secret. Hein. Moi, j'ai quand même traîné un peu ma bosse, ça fait partout. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure dans l'introduction que j'ai travaillé dans beaucoup de pays. Dans beaucoup de pays du monde. Ce n'est pas seulement en Afrique. Ouais, un peu. J'ai travaillé aussi en Asie. Donc je connais la culture, je connais la façon dont les gens travaillent. La façon dont les Russes travaillent, ce n'est pas la même façon dont les Français, les francophones travaillent. La façon dont les Américains travaillent, ce n'est pas la même façon que les Français travaillent. Vous voyez un peu. Mon CSA est dans la salle. Je vous donne juste un exemple. L'objet, quand on fait une lettre là, l'objet, j'ai toujours combattu ça. Je dis, dans l'objet, vous devez être déjà assez précis. Alors que dans le système francophone, c'est juste un objet très laconique. Il faut lire d'abord le contenu avant de savoir. J'ai toujours changé ça. Et je continue toujours, bien sûr, de me battre pour ça là. Je dis, dans l'objet, déjà, on doit savoir de quoi il est question. Comme ça, le patron qui prend la lettre, il voit déjà l'objet, il n'a même plus besoin de lire le reste, il a fait déjà. Mais s'il faut perdre le temps pour tout lire, voyez un peu. Donc ça, c'est des choses qu'on est en train, bien sûr, donc là, de vouloir de changer un peu, pour que les gens travaillent, bien sûr, vraiment mieux. C'est un peu trop tôt de parler de bilan, mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, maintenant, beaucoup de gens disaient que la mayonnaise du FNDA n'a pas pris, ainsi de suite. On peut quand même dire que la mayonnaise a commencé par prendre. Parce que depuis que nous sommes là, il y a quand même des chiffres qui ont été atteints, des volumes de financement qui ont été atteints, qui nous permettent bien sûr donc là de montrer qu'on est quand même sur le bon chemin. Je vais donner juste 2 chiffres. Je sais que de 2020 à 2022, décembre 2022, soit 36 mois d'exercice. Grosso modo, c'est 11 milliards qui ont été engrangés. Quand je prends les subventions, je prends les crédits mis en place, je prends la bonification, je prends la garantie, c'est au total 11 milliards qui sont à l'actif du FNDA en 36 mois. 2023 à aujourd'hui, on est à plus de 68 milliards. Donc 1 an. Vous voyez un peu. C'est vrai qu'il y a des actions qui avaient été entamées avant, qui ont commencé maintenant par s'éclore. Vous voyez un peu.
Et c'est tout ça là qui donne bien sûr ces résultats-là. Mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on a faites pour faciliter l'éclosion de tout ce qui avait été pris comme engagement avant, par exemple. Si je prends le cas des refinancements, les lignes de refinancement, on avait mis en place des lignes de refinancement jusqu'à hauteur de 5 milliards. Mais jusqu'en juillet, c'était à peine 500 millions qui avaient été tirés. J'ai trouvé que l'argent est là, les gens se sont engagés, mais ils ne tiraient pas. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'activité. Donc quand on est arrivé, on a travaillé là-dessus, et maintenant les gens sont en train de tirer. Et ça là, maintenant, cette ligne est pratiquement épuisée au jour d'aujourd'hui. Et ça là, c'est simplement de juillet à maintenant. Vous voyez un peu. Il y a maintenant beaucoup d'autres qui ont déjà encore demandé de refinancement. On est en train de lire le refinancement, on est en train, bien sûr, de faire les due diligence pour nous assurer qu'ils remplissent toutes les conditions afin de mettre en place de nouveaux financements, de nouvelles lignes. La garantie, il y a aussi, bien sûr, une explosion, bien sûr, donc là, de la garantie. Ça veut dire que les gens commencent, bien sûr, par faire davantage confiance au FNDA et les crédits commencent par être mis en place. Nous espérons que ça va se poursuivre. Donc, en termes, bien sûr, de bilan, nous pensons quand même que nous avons pris un certain envol qui devrait pouvoir vraiment cela. Surtout avec les dernières mesures que le gouvernement a prises. En l'occurrence, bien sûr, vis-à-vis des SFD. Vous savez que désormais, pour les SFD performants, le taux de refinancement, c'est 0%, alors qu'avant, c'est 2%. Donc, s'ils sont performants, on fait le point chaque 6 mois et on leur retrocède les 2%. Et ça leur donne plus d'engouement pour aller, bien sûr, donc la faire d'autres crédits, ainsi de suite, etc., etc. Voilà. On a aussi relevé le plafond. Hein. Avant, c'était 5 millions. Maintenant, on a porté ça à 10 millions. Et pour les crédits d'équipement, c'était 15 millions. On a porté ça à 30 millions. Donc, ça donne quand même un peu plus de room, un peu plus d'espace, j'allais dire, pour que les gens fassent très facilement leur activité. Surtout, quand on parle bien sûr de lignes de refinancement. Avant aussi, c'était que des financements ponctuels. Vous voyez un peu, les gens, ils mettent en place un crédit peut-être de 5 millions, ils nous écrivent et puis nous, on leur donne. Maintenant, là, ce n'est plus le cas. C'est une ligne qu'on leur donne. Vous voyez un peu, on peut leur donner jusqu'à 500 millions. Pour dire, écoutez, voilà, on vous donne une ligne de 500 millions. Vous essayez bien sûr donc là de faire, et puis au fur et à mesure que vous mettez en place les crédits, vous venez bien sûr tirer. Donc tout ça là a donné quand même de facilité qui a fait que vraiment les choses vont commencer par prendre. Et puis on a aussi allégé beaucoup de choses, beaucoup de difficultés que les gens avaient avant. Bon, le FNDA n'est pas tellement la structure qui doit faire cela. Mais ce qui est sûr, puisque nous sommes bien sûr du ministère de l'Agriculture, je crois que c'est une décision qui devrait pouvoir être appliquée. Parce que vous savez, au jour d'aujourd'hui, on est quand même en train d'aller vers... on est en train de prendre toutes les dispositions pour que les conditions se remplissent ici, pour que les gens puissent développer vraiment la volaille. Et je crois que j'étais dans une conversation tout récemment et je crois que cette décision va être certainement appliquée. Mais il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire que vous ne voyez pas. Donc ne soyez pas surpris que cette décision-là, effectivement, soit appliquée. Vous voyez un peu l'exportation de cajou et de soja. La décision avait été prise il y a de cela 1 an. Maintenant, on a dit à partir du 1er avril, c'est fini. Donc là, c'est un gouvernement responsable. Hein. Et quand il prend les décisions, il s'applique. Mais ce qui est sûr, toutes les dispositions sont en train d'être prises pour que le consommateur final ne soit pas pénalisé. Vous voyez un peu, il vaut mieux manger des produits sains que des produits chauds. Parce que ce que nous importons aussi, nous ne savons vraiment pas dans quelles conditions c'est fait. Surtout que c'est la production de masse, vous savez, la production de masse, même le riz que nous importons. Vous savez, pour les banques, nous avons négocié les taux. C'est 9% maximum. Au lieu de 12, 13%, 14% des fois,
si les gens vont directement. Au niveau des SFD, les taux, c'est 15, 20, 18, 24%. Nous avons négocié les taux, c'est 12% maximum. Mais on a intérêt, oui. On a vraiment intérêt à passer par le truchement de FNDA. 12% contre 24%. 9% contre chose là. Et en amont à ça, c'est que nous mettons en place bien sûr des lignes de refinancement à ces SFD pour qu'ils aient vraiment l'argent à passer. Parce que généralement, ils vont prendre bien sûr l'argent un peu cher auprès des banques ou bien auprès d'autres partenaires qu'ils placent. Maintenant, nous sommes là, on dit, écoutez, demandez, on va vous donner à un taux de 2%, qu'on va encore vous rétrocéder à 0, qu'on va encore vous rétrocéder si vous êtes performant. Ouais, un peu. Donc, l'un dans l'autre, et les SFD et les bénéficiaires, ils ont intérêt à rester bien sûr dans le schéma du FNDA. Et c'est ça le rôle essentiel du FNDA, la facilitation. Les bonifications aussi, si c'est des crédits d'équipement, d'investissement ou bien d'engrais spécifiques, s'ils vont vers une banque par exemple, ou bien ils vont vers une SFD, si c'est 12%, on dit non, vous ne payez pas 12%, l'État paye 10% pour vous, et vous ne payez que 2%, si c'est les équipements. Même chose, au lieu de 9% vers les banques là, l'État paye 7% d'intérêt, et puis vous ne payez que 2%. Voilà un peu. Donc, les gens ont intérêt à aller vers le FNDA. C'est essentiellement ça. L'État dit, bon voilà, 100 milliards, vous pouvez dépenser. Et les 100 milliards sont répartis, on dit 50 milliards pour le refinancement. Vous savez, le refinancement, c'est que, comme on dit, on ne fait pas de crédit, mais on refinance. Ça veut dire quoi? Les SFD mettent en place d'abord le crédit. Et ils nous saisissent pour dire, j'ai mis en place telle quantité, tel volume. On paye le montant. Et au fur et à mesure que les gens remboursent là, ils nous remboursent. Voilà un peu. Donc c'est ça le refinancement. Ce qui veut dire qu'on crée plus ou moins un fonds, un revolving. Voilà un peu. Puisque quand ils récupèrent là, ils nous retournent. N'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est ça le refinancement. L'autre là, c'est la bonification. Des intérêts, on s'engage peut-être sur 7 ans à payer des intérêts. Les garanties, on s'engage à payer bien sûr en cas de défaillance. Et vous savez, si je prends les garanties par exemple, ce qu'on souhaite le plus, c'est qu'on n'appelle jamais cette garantie. Qu'il n'y ait pas de défaillance, qu'il n'y ait pas de défaillance pour qu'on appelle la garantie. Donc c'est juste une signature par écriture. Ouais, un peu. Donc, ce n'est pas de l'argent qu'on a besoin bien sûr de mettre dans une caisse là pour faire chose là. Vous comprenez un peu ce que je dis? Donc les 100 milliards sont là et au fur et à mesure des besoins, on demande et on prend et on met en place. Vous voyez, c'est ça. Donc c'est essentiellement ce que les 100 millions qui sont là, c'est bien sûr un budget. Hein? Et au jour d'aujourd'hui maintenant, on a fait déjà au moins à peu près 20% bien sûr donc là de ça pour les garanties, pour les bonifications et bien sûr donc là pour le refinancement. Et c'est à la demande. Et c'est à la demande. Tant que les gens ne demandent pas, on ne peut pas prendre l'argent pour dire. C'est essentiellement la demande. Voilà, donc je crois que cette question de 100 milliards, qu'est-ce que c'est devenu, tout ça là, les gens en parlent tellement, il faut vraiment qu'on dépasse ça. C'est une faculté de dépense, d'accord? Disons que il y a beaucoup de partenaires qui nous assistent, par le truchement bien sûr donc, là, du gouvernement. Il faut dire que ces partenaires, c'est d'abord à l'État, ce n'est pas directement au FNDA. Même si c'est un don, même si c'est un crédit qui se fait, c'est d'abord le crédit ou bien le don, c'est au gouvernement béninois qui rétrocède maintenant au FNDA, puisque nous sommes une partie du gouvernement. D'accord? Donc c'est toujours l'argent du gouvernement. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Mais là-dedans, il y a quand même beaucoup de partenaires qui nous soutiennent, tels que la coopération suisse par exemple, dans le domaine bien sûr des subventions. Parce que en dehors bien sûr de la facilitation, nous faisons aussi bien sûr des subventions.
et les subventions, le principal partenaire qui nous a appuyés, dont le financement à travers le gouvernement sert beaucoup plus pour les subventions, c'est bien sûr la coopération suisse. Il y a aussi bien sûr la KfW qui aussi est en train bien sûr de nous financer pour le refinancement. Je crois que les autres ils viennent même bien sûr de commencer leur projet. Il y a aussi la BEI, Banque européenne et BIE, Banque d'investissement européenne, qui nous appuie aussi pour la garantie. Donc c'est vrai, il y a des partenaires. Il y a l'OFDEV, la coopération luxembourgeoise, qui veut maintenant bien sûr nous appuyer. Ils sont en train bien sûr de monter un projet pour nous supporter et à travers un de nos guichets. Il y a aussi Enabel qui nous avait bien sûr soutenu. Il y a aussi la BADEA qui nous a soutenus. Et la BADEA, et pas la BADEA, la BAD du moins, je parle de la BAD. Et il y a la BAD qui veut encore venir pour la garantie avec un nouveau projet pour défilable là, qui doit nous permettre aussi bien sûr d'apporter plus de garantie. Donc disons que grosso modo, il y a beaucoup de partenaires, n'est-ce pas, qui sont en train de supporter à travers bien sûr le gouvernement. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Vous savez, banque de développement, fonds, tout ça là, c'est des choix stratégiques qu'un pays peut opérer à un moment donné de son histoire. Que ce soit une banque agricole, que ce soit un fonds, ça devrait bien sûr concourir à des objectifs bien déterminés, à savoir bien sûr le développement du secteur agricole. Parce que on est parti du postulat que l'agriculture n'est souvent pas bien financée. Simplement pourquoi? Parce qu'il y a trop de risques. D'accord? Si on remonte dans l'histoire, en 2008 par exemple, il y avait une crise alimentaire très sévère, très sévère en 2008. Et à l'époque, ce qu'on a constaté, puisque j'étais à la Banque mondiale, ce qu'on avait constaté était que la plupart des partenaires au développement ne finançaient plus l'agriculture. Ils préfèrent des projets de routes, préfèrent des projets de construction d'écoles, de centres de santé, parce que là, tout de suite, on voit rapidement la route, on voit le centre de santé, on voit l'école, on voit ceci, ainsi de suite, etc. Mais l'agriculture, quand vous mettez l'argent dedans, si vous prenez par exemple la recherche, ainsi de suite, ça peine à faire cela. Vous produisez par exemple, il ne pleut pas. Ou bien il y a une infestation parasitaire. Les récoltes sont parties. Vous voyez un peu? Donc à un moment donné, les gens ont arrêté de financer le secteur agricole. D'où la grande crise de 2008. C'est là que les gens ont repris encore conscience pour dire, ah non, attention, c'est un secteur, quel que soit Alpha, on ne doit jamais le laisser comme ça. Quand moi j'étais à la Banque mondiale, au départ, il y avait plusieurs écoles. On dit non, aux subventions, il ne faut jamais subventionner, il ne faut jamais subventionner. À un moment donné, ça a changé parce que, de par le monde, tous les pays subventionnent l'agriculture. Les États-Unis subventionnent l'agriculture. Le Japon, la Chine, le riz qu'on envoie ici, là, c'est des productions qui sont massivement subventionnées à cause, bien sûr, du caractère très spécifique du secteur agricole. Vous voyez un peu. Même s'il y a l'irrigation, il peut y avoir infestation parasitaire où la production est complètement décimée. Vous voyez un peu. Donc, ce faisant, il faut vraiment donc la trouver des mécanismes pour pouvoir faire cela. D'où on peut faire une banque comme on peut faire un fonds. D'accord? Maintenant, pour revenir au Bénin spécifiquement, nous avons l'expérience de la CNCA. Vous connaissez la CNCA? Caisse nationale de crédit agricole, qui a été créée, dédiée à 100% au secteur agricole. Mais in fine, l'argent là, ça n'a pas servi à l'agriculture. Les cadres prenaient l'argent
Parce que c'est surtout à eux qu'on prêtait l'argent et non aux producteurs pour construire des choses là. Et la CNCA est morte de sa belle mort. D'accord? Donc, dans ces conditions, est-ce qu'il faut nécessairement, pour redonner encore un peu de financement au secteur, est-ce qu'il faut forcément faire une banque? Est-ce qu'il faut faire un fonds? Les gens peuvent décider. Au Rwanda, par exemple, c'est une banque agricole qui est créée, mais qui n'est pas assujettie aux lois bancaires. Ici, on a décidé de créer un fonds pour minimiser aussi, bien sûr, donc là, les risques et nous assurer que l'argent là, ça va effectivement aux producteurs. Vous voyez un peu? Et non seulement ça, on minimise bien sûr aussi les risques en ne finançant pas directement, mais en faisant du refinancement, en agissant sur les points névralgiques. Vous voyez un peu, si vous voulez produire à grande échelle, il vous faut des machines agricoles. Là, les machines agricoles coûtent cher. D'où l'idée de pouvoir bonifier les taux d'intérêt s'il s'agit des choses là. Vous voyez un peu, là, ça agit beaucoup plus. Et donner bien sûr la possibilité aux banques de la place et au SFD aussi de se développer. Parce qu'in fine, vous savez que depuis 1990, l'État, le Bénin a décidé en toute souveraineté de quitter les activités de production et laisser bien sûr donc là le secteur privé prendre d'assaut. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup maintenant de sociétés, de choses là, etc. Donc ça, il y a des domaines où on dit, écoutez, développons plutôt le secteur privé qui puisse vraiment prendre la relève, parce qu'in fine, c'est de ça qu'il s'agit. Et même si c'est une banque agricole, ça pourrait être essentiellement privé. Et le gouvernement peut-être n'a que de petites actions là-dedans pour contrôler un peu. Mais ici, on a fait le choix de faire bien sûr donc là un fonds qui pourra éventuellement bien sûr faire jouer le même rôle que le show là, sauf que on ne donne pas directement de crédit. Donc c'est ça. Au jour d'aujourd'hui, il n'est pas question de créer une banque agricole au Bénin. Nous sommes en train de faire l'expérience du fonds. On va la faire suffisamment. Et quitte à voir vraiment ce que ça donne. Je crois qu'on peut retenir qu'avec votre équipe, docteur, vous avez assis une nouvelle base de leadership pour accroître la transparence de la gestion et réinstaurer le climat de confiance avec les partenaires. Nous espérons que les mesures que vous prenez à l'interne ouvriront de nouvelles perspectives pour le FNDA et également pour toutes les parties impliquées. Et je remercie également tous les médias présents. Je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de J'espère que vous avez passé un agréable moment. Merci. À bientôt. Merci. Merci beaucoup.